Bonjour et bienvenue dans notre podcast Only Finance. C'est un podcast qui traite de divers sujets financiers de près ou de loin avec différents intervenants, spécialistes ou des gens qui viennent partager leur expérience financière de façon générale. Je m'appelle Caroline Charret, je suis propriétaire de Efficience Finance, c'est un cabinet de services financiers et il y a quelques années déjà, j'ai eu le désir de partir mon propre podcast. Donc aujourd'hui, on est toujours dans notre mini-série de 3 épisodes sur l'immobilier. On est déjà rendu au dernier avec Alex Blouin, fiscaliste. Avant d'entrer plus dans les détails, je veux remercier son entreprise Barricade, qui est notre commanditaire pour, dans le fond, la série des 3 épisodes. Et Barricade, bien, en fait, vous vous en doutez, c'est une entreprise de services de fiscalité. Ils sont spécialisés dans l'immobilier, mais ils ont aussi, évidemment, là, d'autres types de projets ou de clients, pas juste des clients en immobilier. Donc, dans les 2 premiers épisodes, avec Alex, on a abordé plusieurs sujets qui touchaient vraiment, évidemment, l'immobilier, la fiscalité, les chiffres, la structure, puis certaines stratégies financières. Et clairement, ça l'a fait réagir. On a reçu beaucoup de commentaires sur les médias sociaux, des fois des bons commentaires, des moins bons commentaires. Il y a des gens qui, en fait, ont beaucoup de différentes pensées là, sur les différents sujets financiers. Donc, aujourd'hui, on va survoler peut-être un peu de ces commentaires-là pour réexpliquer certaines visions qu'on a eues dans ces podcasts-là. Et ça l'amène, les commentaires qu'on a eus, ça l'amène à d'autres sujets très pertinents là, au niveau de la finance. On va aussi revenir sur les sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. On a eu des questions aussi, donc on va faire les études de cas avec le peu d'informations qu'on a. Puis, il nous restait les pertes financières, la planification successorale à voir aussi là, au niveau de l'immobilier. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, sans plus tarder, on va inviter en fait Alex à se joindre à nous pour ce dernier épisode sur l'immobilier. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Salut! Salut! On vient de lire... On est essoufflé. On est essoufflé. Il y a gros des questions, il y a gros des commentaires. En fait, c'est que on s'était pas parlé, moi puis Alex, pendant les fêtes ben. Fait que là, moi, avant qu'on tourne, j'ai fait un gros wrap-up de tout ce qu'on avait reçu. Puis là, on vient de finir des lire. C'est pour ça que vous voyez plein de papiers. Fait que... Il y a de la paperasse. Mais c'est ce qu'on voulait, en fait. On voulait avoir plein de commentaires. On les passera pas toutes, les questions, ni les commentaires, parce qu'il y en a qui sont moins peut-être visés pour nous. Il y en a d'autres qui sont très, très, très directement dans le sujet. Pour ce qu'on avait dit, c'est de revenir sur les présentations 1 et 2. Exact. Puis rajouter du contenu un peu, pas pour faire juste du réchauffé. Fait qu'on on va garder on aura encore d'autres contenus. On sait même pas si on va se rendre, mais là, on sort jaser après. On va le punch. Peut-être une édition estivale. Peut-être, on va falloir dire 4 dans nos photos. Ouais, c'est ça, 4. Fait qu'écoute, on se lance? Ouais, vas-y. OK. Ben, je commence avec... On a eu beaucoup de questions en privé, mais on a retenu 3. Ouais. Fait que, parce que là, sinon, c'est ça. Ben, c'est parce que de 1, il y en a gros qui s'entrecoupent. Puis de 2, il y en a qui étaient hors sujet un petit peu, puis on veut pas régler des cas personnels, mais ceux qui ont écrit des questions qui sont peut-être un peu plus pour avec les sujets votre dossier à vous, mettons que je pouvais pas élargir dessus, ben venez nous écrire chez Barricade directement, puis on va vous aider. Parfait. Puis, tu sais, il faut toujours dire que c'est du cas par cas, puis là, on y va avec les détails qu'on a aussi. Là. Ouais. Fait que, tu sais, prenez... En tout cas, les personnes, on n'a pas les noms, là, mais les personnes à qui on va répondre aux questions, partez pas avec ça. C'est ça, allez pas voir votre comptable en disant « Écoute le podcast, t'as toutes tes réponses. » là. On va se faire ramasser. Fait qu'on y va avec qu'est-ce qu'on sait, mais à revalider avec le fiscaliste ou tu sais, ça n'est pas une recommandation ni un conseil, c'est une suggestion. Ça, c'est bien important. Écoute, l'AMF me dit... Toujours. Ils m'ont écrit pendant les fêtes. Ils m'ont dit, là, t'as-tu un processus de... Non. Ben là, j'en ai un. C'est ça, faut en avoir. Je suis conforme. C'est s'il y a quelqu'un qui me dit... Checker la permis de conduire, t'es correct. Carte d'assurance maladie, tout est à jour. Tout est conforme, les procédures sont à jour. Le passeport?
Tout est fait. Écoute, rien ne pourrait être Ça va être une belle année. OK. Ma grand-mère, de 96 ans, est locataire à Montréal et possède un chalet en Estrie. Ouais. Elle a toujours déclaré l'adresse de son appartement comme résidence principale, bien qu'elle soit locataire. Elle n'a jamais loué son chalet, et y passe environ 5 mois par année. Elle souhaite léguer son chalet à son cousin. Comme je suis la légatrice testamentaire, je veux m'assurer que la succession n'aura pas d'impôt à payer. Entre parenthèses, il n'y a pas assez d'argent. C'est pas grave. C'est mon volet finance qui a embarqué. Il est difficile de souscrire à une assurance vie à cet âge. Effectivement, ça va être difficile. Dois-je faire quelque chose avant son décès ou simplement remplir le formulaire T2091 lors de sa déclaration finale, de ses revenus? Puis on voulait faire du pouce avec un des commentaires qu'on avait reçus en fait, sur le premier épisode. Sur le premier épisode, sur la résidence principale, en fait. Puis c'est un exemple qui ressemble à celui que j'ai donné dans le premier épisode. En plus. En fait, il est encore plus simple à régler cet exemple-là parce que dans le premier épisode, je disais, tu t'habites 4 semaines puis t'es correct. Ouais. Il y a eu des commentaires qui disaient, ouais, mais pas la première année. Là, le 365 jours. 365 jours, ça, c'est une règle. Il faut juste pas la mélanger, cette règle-là. Okay? Puis j'en parle rapidement. Le gouvernement est arrivé avec une règle sur les reventes précipitées. Oui, parce que ceux qui faisaient des flips... C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils veulent éviter que les gens prennent des appartements ou des blocs appartements ou des condos pour les crinquer, les rénover, leur donner de la plus-value, puis les revendre et fassent du gain en capital avec ça par exemple, en plus en ayant... accès à l'exemption pour résidence principale. Okay? Parce que c'est comme une business, c'est plus une résidence principale. C'est ça. Fait que le gain en capital est déjà avantageux. On en a parlé, mais le gain en capital coûte la moitié moins cher rapidement. Okay? La moitié n'était pas imposable. Ça a failli changer, ça n'a pas changé. Tout est revenu comme avant. Donc, autant d'un compagnie qu'un particulier, si vous vendez un bien et vous faites un gain, la moitié est imposable, l'autre moitié ne l'est pas. Dans les biens à revente précipitée, le gouvernement il a voulu mettre une règle qui dit, faut minimalement que tu détiennes le bien immobilier, terrain ou du commercial, ça rentre pas là-dedans, OK? C'est vraiment des biens résidentiels à revente précipitée. Si tu le détiens pendant 1 an, après, on regarde les faits. C'est pas juste à 366 jours, je le vends, puis gain en capital, mon blouin, puis c'est mon exemption pour résidence principale qui en va. C'est, si tu l'as pas détenu 1 an, t'es fort-ball, c'est du revenu d'entreprise et non du gain en capital. Exact. Donc, tu vas payer de l'impôt sur 100% du profit. Et tu n'auras pas accès à ton exemption pour résidence principale. Fait que c'est ça le petit parallèle que je voulais faire sur les flips. Okay, en bon français. Il y a une règle de flip. C'est pas de ça qu'on parlait du tout. Vous écouterez le podcast au complet. Ouais, c'est ça. Puis peut-être l'extrait qui il pouvait porter à confusion. Dans l'exemple de notre chère dame, bravo, en fait, vous lui direz bravo de ma part. On ne sait pas si c'est une dame, là. Non, ma grand-mère. Ah, je pensais la personne qui nous avait... on sait plus. Je pensais que tu parlais de la personne qui nous avait écrit. Non, mais la grand-maman, 96 ans. La légatrice, je crois qu'elle dit aussi. Ah, t'as raison. Fait que légatrice veut s'assurer qu'il n'y a pas d'impôt à payer. Je rectifie juste parce que je suis fatigué avec des détails, mais c'est pas la succession qui aurait de l'impôt à payer. C'est la dame. C'est la dame dans sa déclaration finale, comme il est repris un peu plus tard. Fait qu'elle voulait sûrement dire... l'ensemble des légataires qui composent un peu les héritiers, ces personnes-là auront-ils de l'impôt à payer dans le scénario où sa mère a toujours dit qu'elle habitait sur sa déclaration d'impôt sur le plateau, j'invente une place, là, sur le plateau Montréal à Montréal, puis qu'elle n'a jamais écrit l'adresse du chalet sur sa déclaration d'impôt. Ça ne change rien. C'est un peu ça que je disais, puis c'est pour ça que le pouce est intéressant. Que tu l'aies écrit, que tu aies changé 50 fois de place, okay, de loyer, un an, un peu partout, ça change rien. En fait, c'est lors de la première disposition d'un bien immobilier personnel que tu détenais, qui n'a pas été loué, comme dans l'exemple, jamais été loué, et qu'elle habitait de façon normale pendant plus que 5 mois ou plus par année, ça en fait un bien personnel, c'est pas un bien locatif, donc c'est pas un bien avec lequel j'ai un problème quelconque de dire que c'est un bien à usage personnel. Ce bien-là, est-ce qu'il peut être désigné comme résidence principale? La seule contrainte que j'aurais dans l'exemple, c'est si, de 1, elle l'aurait loué, la chaîne à débarque, on est correct. De 2, s'il y avait eu un autre bien. Et si la dame en question avait eu un autre chalet.
Ou un chalet, 2 chalets en même temps. Tu sais, des fois, ça arrive, tu achètes un grand terrain où il y a un plus petit chalet puis il y en a un gros. T'en vends un, ben là, est-ce que tu as pris ton exemption sur le premier chalet puis tu as gardé l'autre? Ben là, les années dont tu t'es servi pour pas payer d'impôts à la vente du premier chalet. Alors, ça m'a poussé à une autre question. Ben, tu iras tout de suite après. Ben, check bien, je vais refaire l'exemple. Les années que tu as utilisées, c'est la vente du premier chalet, tu peux pas t'en servir, c'est la vente du deuxième. Mais s'il y a juste eu des loyers à Montréal sur le plateau depuis que Chris est né, on va dire, puis que le seul bien immobilier qu'on a eu de toutes ces années-là, c'est les chalets, il n'y aura pas d'impôt. Ouais, la T2091 fédérale à produire, l'équivalent au Québec, j'ai aucune idée du formulaire, mais oui, on déclare ça. On déclare toutes les années. Ça va nous donner un ratio étrangement de plus que 100%. Ça change rien, mais c'est parce qu'il y a une année gratuite dans le calcul. Donc, quand on a 100% de désignation sur un bien, ça donne 100, 2, 3, 4, 5, 10% de désignation. Ça donne quand même 0 d'impôt dans tous les cas. C'est parce que tu as dit, je ne vais pas oublier, là, fait que tu as dit, mettons, tu achètes un terrain, tu te bâtis 2 maisons dessus. Mais si tu meurs, vu que c'est comme un lot. Un lot, 2 terrains, c'est plus compliqué. Mais c'est ça, là. Tu m'as fait allumer une question. Ouais. Mais ça arrive plus souvent. Comme ça se faisait peut-être plus dans le temps, parce que je me souviens, quand j'étais petite, ma grand-mère puis mon grand-père, il y avait une maison principale, puis il y avait une autre petite maison, tu sais, à côté. Puis la ville de Québec vient pas d'autoriser justement des constructions en arrière-lot pour ramener tes parents qui restent projetés des choses. Ouais, ça se peut, parce que là, il y a plein de monde qui veulent faire des bigénérations puis des ci, puis des ça. Dans ce cas-là, selon les règles, en tout cas, je veux pas mettre ma main au feu, là, exact, mais selon ce que j'en comprends, tu peux pas habiter 2 places. Non, mais c'est comme si c'est un... C'est un lot, mais il y a comme 2 adresses, un peu comme un bigénération. Fait que là, si, mettons, qu'il serait décédé à ce moment-là, il aurait fallu faire évaluer les 2 séparément puis en désigner une des 2 probablement. Ben dans ce cas-là, tu aurais habité, toi, peut-être, mettons dans l'exemple, la maison en avant. Ouais. La maison en arrière pour tes parents, pour les rapprocher de toi. Ben toi, tu n'as pas habité dedans, donc tu peux pas désigner elle comme résidence principale. Mais tes parents, s'ils sont copropriétaires, pourraient. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que si toi qui es propriétaire uniquement du lot, tu aurais une exemption, la portion en avant, il y aurait une portion imposable, selon moi, comme un peu une bigénération, au décès ou à la vente. Si tes parents sont plus propriétaires, ils ont vendu leur maison, tu leur as bâti un petit quelque chose pour qu'ils se rapprochent, puis c'est toi qui es propriétaire de tout, ben eux, ils ont pris leur exemption sur leur maison, puis ils perdent leurs années pour les années qui sont pas propriétaires. Comme la dame, elle peut pas désigner son appartement à Montréal. Elle n'est pas propriétaire. C'est ça. Fait que le condo en Estrie, le chalet en Estrie, 100%. OK. Résidence principale, sans problème. Fait que là, je pense à régler la question du 365 jours, là, parce que les commentaires... Le 365 jours, effectivement. C'était surtout sur ça, là. Ouais, c'est ça. Ben, il y avait quand même des notions fédérales. Ah, c'est plus dans l'autre, où on dit qu'on peut pas faire d'argent, là. Oui. Ouais. ça m'a fait rire un peu. On est dans un podcast de finances. Oui, là, oui c'est ça. Bon, on va rester... parce que là, ça tourne encore à ce sujet-là, avant d'aller dans l'argent, justement. Ouais. La deuxième question, mais là, je pense que c'est la même personne, mais c'est comme 2 questions différentes. Fait que, est-ce que c'est possible d'aborder la question de la MAPAL? Ouais. La mise à part de l'argent locatif, dans le cas qu'on achète un immeuble à revenu et qu'on possède nous-mêmes une maison avec hypothèque. Oui. C'est juste on ça. pourrait l'aborder. Faut-tu l'aborder? OK, on va l'aborder. Non, mais tu voulais-tu l'aborder? Ben oui. Parce que là, je te niaise, 100%. J'en ai parlé ce matin. Là, j'entendais, c'est là. J'en ai parlé ce matin avec un client, d'ailleurs. Mise à part de l'argent, c'est un sujet qui est très, très, très relié au fait d'emprunter. Peut-être, c'est un beau segue sur le deuxième épisode. Deuxième épisode, pardon. Oui. Parce que dans la mise à part de l'argent... Ah, mais oui, on l'a reçu après la deuxième épisode. Ça. Fait que dans la mise à part de l'argent, le concept dit tu as des intérêts sur ta maison qui sont non déductibles. C'est ta maison, donc l'argent a été emprunté, non pas pour gagner un revenu, mais pour te loger. Okay? La mise à part de l'argent, le principe, c'est un principe qui est relativement simple, qui dit, à la place de simplement prendre tes revenus locatifs, on prétend mettons un immeuble, ça pourrait être sur d'autres choses, by the way, mais l'immeuble, c'est le plus simple à figurer. Okay. L'immeuble locatif génère, je vais vous faire un exemple, 30 000 par année. Okay, donc, 36 000, ça va donner 3 000 $ par mois. Okay? On prendrait le 3 000 et on le mettrait, si on pouvait, puis là, je dis si on pouvait parce qu'il y a des règles bancaires qui nous empêchent de faire des gros paiements à tous les mois. Mais mettons que votre hypothèque vous coûte 3 000 le capital. Non, c'est ça. On peut pas rembourser du capital comme on veut sur une hypothèque, mais si on pouvait, on prendrait le 3 000,
on le mettrait sur l'hypothèque automatiquement et on diminuerait finalement notre hypothèque non déductible. Mm-hmm. Mais là, on se dit, OK, mais si tu prends ton 3 000 de revenus de bloc, comment tu fais pour payer tes assurances, tes taxes, ton hydro, ton Internet, blabla? Tu te prends une marge de crédit. C'est ça le principe d'emprunter. Tu empruntes sur la maison, mais vu que tu as baissé ton hypothèque, tu te dégages l'équivalent en marge hypothécaire. Mm-hmm. OK? Tu prends le 3 000 là-dessus et tu paies tes dépenses. Mm-hmm. Fait que finalement, c'est juste croiser ton 3 000. Mm-hmm. Ton ancien 3 000, ça va sur la maison. Ton nouveau 3 000, ça va sur tes blocs. Mais tu as emprunté sur ta marge pour gagner un revenu de bloc. Donc, tes intérêts sont déductibles. Fait que si tu fais ça à tous les mois, toute la vie, ben maintenant, ton hypothèque est à zéro, ta marge est loadée, tes intérêts de marge sont tous déductibles. Les génies dans la salle vont dire « Ouais, mais tes intérêts sur une marge sont plus hauts que ton hypothèque. » Oui, mais mettons que tu t'en vas chez Scotia CBC, Desjardins, BMO, BNC, ils ont à peu près toutes des tranches hypothécaires. Fait que tu pourrais très bien prendre ton premier 50 000, okay, ou ta première, dans mon exemple, fin d'année, 36 000. Tu dis, ouais, ben j'ai 36 000 sur ma marge, j'aimerais ça me faire une tranche hypothécaire avec. À la place d'être une marge qui ne descendra pas, pouvez-vous me le mettre en hypothèque? Mais le banquier, tu viens de rembourser 36, fait que 36 pour 36. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas de frais, il n'y aurait pas rien, ce serait facile, mais tu sais, le banquier n'a pas plus de risques qu'avant. Donc, de transférer votre marge en hypothèque, ça va baisser votre coûtant d'intérêt, même s'il est déductible. S'il coûte plus cher, c'est fatigant pareil. T'sais. Déductible, ça ne veut pas dire zéro, ça veut juste dire que tu récupères une portion de l'impôt. Exact. Donc, si on passe d'une marge hypothécaire à 5,5 % d'intérêt, puis on s'en va vers un taux d'intérêt à 4 % sur une hypothèque, j'invente des chiffres, OK, là, pas banquier, mais on sauve 1,5, on le met à dépense, le 4 % à la place d'un... On gagne en faisant ça aussi. Exact. Fait que la mise à part de l'argent, concept intéressant, virons pas fou, là, OK? Parce que, mettons, dans mon exemple, il y a une marge, il y a une hypothèque sur la résidence principale de 300 000. 300 000 à 4 % c'est 12 000 d'intérêt. Actuellement, le 12 000 est non déductible. On fait tout brasser ça. La première année, tout ce qu'on est capable de convertir, c'est nos revenus de 3 000 fois 12, fait que 36. Fait qu'il reste encore, je vais dire 255 000. 264 000 pour être précis, qui est non déductible. Puis tu as 36 000 qui est déductible, mais avec un taux plus haut. Fait que tu sais, OK, déductible. Fait que mon 5,5 de marge déductible me coûte peut-être 3,15. Je payais 4. Fait que je gagne 0,75 de 36 000 d'intérêt. Sur l'intérêt de 36 000, OK, c'est pas fou. Fait que faut pas virer en disant, il faut que je fasse ça, Calvin, sinon la Terre va arrêter de virer. Le temps que tu fasses virer ta mise à part de l'argent. Tu sais, dans l'exemple, il y a un immeuble de 36 000. Ben, dans mon exemple à moi. Oui. Mettons qu'il y a 8 immeubles qui ramènent 36 000. Ben là, ça va plus vite pas mal. Ben, tu sais, fait que s'il y en a rien qu'un, c'est plus long. Donc, est-ce que c'est aussi intéressant? Puis quand tu arrives au bout de ta mise à part de l'argent, ce que tu as réussi à convertir, c'est 12 000 qui est peut-être rendu réellement 10 000 d'intérêt parce que tu as réellement remboursé du capital parce que la banque te demande son hypothèque. 10 000 déductible à 40 % c'est 4 000 que tu vas chercher. Calculez votre taux horaire, calculez le gouvernement qui va venir peut-être vérifier ce genre de choses-là parce que ça chicote un peu le gouvernement. Ils sont allés en cours, ils ont perdu, mais c'est un peu ridicule. On s'entend là, comme principe, là, c'est ton ancien 3 000, tu crées un nouveau 3 000 puis c'est déductible, là, ça marche alors que ça ne marchait pas juste avant. Ça les chicote. Tu vas passer le test de la doctrine des tribunaux, c'est blindé, mais ça les invite peut-être dans votre déclaration un peu plus. C'est une nouvelle dépense contre votre revenu salarial. Donc, ça fait un plus gros retour d'impôt. Donc, ça lève peut-être un flag. Exact. J'envoie ça demain. Mais on le voit. C'est très, très souvent. On le voit dans des compagnies, on le voit au personnel, on voit le compagnie personnelle. Tu peux le faire partout, dans le fond. Il y a juste des variantes. Fait que c'est une autre bonne façon d'emprunter pour réinvestir ailleurs. Ouais. Puis tous les intérêts non déductibles qui sont payables, on pourrait en rendre une partie déductible s'il y a des revenus par ailleurs. OK. On finit-tu avec la troisième, puis après... allons-y. Ouais? Après ça, on retournera dans les commentaires. Retournera dans les commentaires. Là, ça va comme suit. Je suis salariée. Ma conjointe possède une entreprise. Nous désirons acheter un immeuble ensemble. De son côté, elle a accès à de l'argent de sa compagnie. Est-ce que nous devrions acheter l'immeuble au personnel, les deux ensemble, avec notre argent du compte conjoint pour la mise de fonds, ou devrais-je verser ma partie avec de l'argent personnel et elle verse sa mise de fonds
avec l'argent de la compagnie. Il y a beaucoup de questions fiscales là-dedans. Par contre, est-il possible de joindre les deux ensemble? Parce que là, il y a des impacts quand même. Tu sais, l'argent peut venir de n'importe où. J'ai beaucoup, c'est ça. De un, oui, tu peux faire tout ce que tu veux. Pour établir les faits, OK? Ouais. On parle d'entreprise, on parle de compagnie. Je vais prendre pour acquis que c'est une Inc. Mettons, oui. OK? Parce que l'entreprise, ça pourrait être enregistrée. Entrepreneur, c'est ça. Mais là, on pense que c'est Inc. On va dire que c'est une Inc. parce que sinon, on fait juste tourner en rond. L'argent est net dans les deux scénarios. Dans le scénario où c'est un travailleur autonome, fait que ça revient au moins. On tourne en rond, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on va te prétendre qu'une Inc. Puis on va prétendre que l'argent qui est personnel, c'est de l'argent qui est disponible, donc pas enregistré. Mettons pas REER, FER ou RE. C'est pas de l'argent que tu sors et que tu vas avoir un impact fiscal. Exactement. CELI, c'est du cash on hand, c'est correct. Ça, c'est correct. La réponse étant, s'il y a beaucoup de non-enregistrés ou de CELI, on pourrait très bien acheter le premier immeuble pour aller tester, aller toucher à l'eau, à savoir si on aime ça faire de l'immobilier, sans avoir besoin de s'accaparer de la tranche commerciale de l'institution financière. Fait que si on dit, hey Alex, c'est quoi? Je vais commencer avec un 3 logements. Je vais juste aller voir si c'est intéressant, si on aime ça. Puis si oui, on grossira par après. Là, j'aurais peut-être un commentaire différent. Mais si c'est le premier immeuble de la gang, puis que c'est du petit gabarit, vous allez peut-être pouvoir profiter des, je vais dire, les largesses ou des largesses sans être péjoratif, mais juste c'est plus facile d'emprunter au premier plancher d'une institution financière. Il y a moins de questions, il y a moins de frais, il y a moins de... Ils veulent, tu sais, chez Desjardins, c'est des ristournes, ça tombe directement dans leurs affaires. C'est facile, il y a des ratios, vous avez une paye. Tu sais, si vous avez 2 bons salaires par sa compagnie, puis toi de ton côté, ça pourrait être très, très, très straightforward, on va dire, comme dossier. Là où ça va peut-être faire grincer des dents, c'est le fait que il y a de l'argent dans la compagnie. Alex, pourquoi qu'on prend pas de l'argent brut de madame pour investir? En évoluant, peut-être que oui, on va prendre cet argent-là. Mais s'il y en a suffisamment au perso déjà, je garderais ça simple. Tu sais, je garderais peut-être ça simple pour commencer. Parce qu'on suppose que c'est un premier, tu sais. On suppose que c'est un premier et que ça va être un petit gabarit. Si c'est un premier puis c'est un 10 logements, la réponse est différente. Différente où il y a une petite variante du fait que tu vas automatiquement tomber à la partie commerciale de l'institution financière. Donc, qu'on ajoute la compagnie de madame dans l'équation, on est déjà au commercial. Donc, on pourrait plus aller au premier plancher de l'institution financière, comme on aurait pu faire avec notre argent personnel, les deux particuliers en achat. Si on décide d'acheter un 10 logements, on pourrait encore l'acheter au personnel, monsieur, madame, si on a les capacités, mais on est au commercial. Est-ce qu'on a assez d'argent? Si on en manque, j'y ferai intervenir la société de madame. Donc, je prendrai le compte conjoint et la société de madame pour mettre l'argent. Est-ce que je créerais une autre entité détenue par, on va dire, la société de madame? Première des choses, ça fait un peu le lien sur ce qu'on a dit la dernière fois. Oui, parce que là, tu dis, est-ce qu'il y a un lien d'affaires vraiment entre la société, parce qu'on a parlé de moi. Puis, moi, dans mon exemple à moi, ça faisait du sens parce que c'est un bureau où je travaillais. Exact. Mais là, elle, est-ce que ça arrête? C'est ça. Si on parle d'un 10 logements résidentiel locatif, puis que madame, elle voudrait revendre son entreprise, non, faites pas ça. Mettons qu'elle a un salon d'esthétique. C'est ça. Oui, puis on veut leur vendre ce salon-là éventuellement. On veut vendre des actions, profiter de notre exemption pour gain capital qui existe non pas en immobilier, je pense qu'on l'avait déjà vu ensemble, mais qui existe pour les entreprises opérantes. Si on voulait aller chercher ça, allons pas mettre des placements contaminants. Un immeuble, un terrain, des actions de Tesla, pas les assurances-vie, c'est contaminant. Okay? On met pas ça dans les entreprises opérantes. Avec valeur. Avec valeur de rachat, donc voilà. Je voulais pas le dire, je voulais pas commencer ça. Exact. Non, mais tu sais... Tant qu'à être là. Tant qu'à être là. Fait que les polices d'assurance avec valeur de rachat, donc les permanentes. Oui. Temporaire, pas de problème. Exact. Puis là, on pourrait parler de maladies graves, invalidité. On n'ira pas. Non. OK? Fait que je vais prétendre dans l'exemple que madame a une société holding. Oui. Là, on a déjà vu un peu les structures, mais la société holding, fait que madame aurait son centre d'esthétisme détenu par un holding. OK? En tout ou en partie, on va dire que le holding détiendrait l'immeuble, ce qui serait un meilleur endroit pour le mettre. Dans mon exemple, pour les érudits, est-ce qu'on aurait accès à toute notre exemption pour gain capital? Le holding détient les actions de la société. Tu sais, ça serait pas idéal non plus, mais on n'ira pas là, on parle d'immobilier. Le holding détient les parts de madame. Monsieur pourrait très bien... Les avoirs personnels. Le holding pourrait détenir directement l'immeuble. On appelle ça une copropriété.
Okay? On pourrait même appeler ça une co-entreprise parce que c'est une petite entreprise immobilière. La co-entreprise existe. Un peu plus, je ne veux pas dire compliqué, mais la banque est moins habituée de voir 2 emprunteurs qu'une compagnie qui emprunte. Ouais. Fait que si vous voulez pas avoir besoin de l'expliquer, on pourrait créer une compagnie dans cet exemple-là. Ce que je trouve plate de créer une compagnie pour madame, surtout, c'est que ça va faire un beau lien avec le dernier segment si on se rend, mais c'est que madame, les revenus et les dépenses de l'immeuble pourraient être acheminés dans le holding. Puis dans le holding de madame, il y a peut-être des revenus de bourse, il y a peut-être des revenus d'intérêt, de dividendes ou autres, sur lesquels on pourrait appliquer, si on pousse la logique immobilière, on pourrait appliquer la perte créée par le 10 logements. On pourrait venir se servir de la perte dans le holding. Ouais. S'il est principalement l'immobilier, il y a des règles à respecter, mais moi, si on le veut d'abord, créer une compagnie qui est détenue par une compagnie, je trouve ça tout le temps, fiscalement parlant, plate un peu, parce que elle fait ses impôts, puis elle fait ses impôts. Ouais. Et une société, une co-entreprise, comme on disait, monsieur, madame, les revenus dépenses montent dans le holding, ça peut être intéressant. C'est plus... Il y en a qui vont dire, ouais, mais là, c'est compliqué, là. Y a-tu un compte de banque conjoint? Oui, c'est pareil comme acheter une maison. Mettons, on achète une maison ensemble pour vivre dedans, ça m'affaire. Là, c'est une compagnie qui achète un bloc appartement avec un particulier. Ça existe. C'est sûr qu'il y en a qui font ça. Là. Ben oui, je vais le faire moi-même. Bon, et non, j'ai des dans mon propre dossier, là, des 3 holdings qui détiennent des bâtisses, 3 holdings qui détiennent des terrains en attendant de voir, y aura-t-il des investisseurs? Ouais. Est-ce qu'on va le développer nous-mêmes, on va le revendre? Est-ce qu'on va simplement détenir le bien commercial ou résidentiel? Bon, on l'a juste laissé vide, le planer entre nos holdings sans créer une compagnie. J'ai le goût de rendre ça un petit peu plus complexe. Ils sont mariés. Ouais. En société, en partage de biens. Ouais. Fait divorce. Que là... ouais, là... il était marié à l'achat, mettons? Ouais. Parce que là, ça rentre dans le patrimoine familial, mais la compagnie t'exclut. Ouais. Parce qu'en partage de biens, ta compagnie t'exclut du patrimoine familial. Ouais. Ton immeuble ne rentrait pas dans ton patrimoine familial, mettons, pour dire que tu vis, mais ça rentre dans les biens de la famille. Mais c'est ça. Ouais. Est-ce que les actions de la compagnie rentreraient dedans? Si oui, on tourne en rond, c'est la même affaire. OK. Mais sinon, si oui, là, c'est ça que je sais pas. On est marié en séparation de biens ou en séparation de biens. En séparation de biens, t'es correct. C'est les biens acquis de chacun pendant le mariage. Okay. Ça serait... Fait que là, il y en a un qui se rachèterait ou... Ouais, c'est ça. Ou ils garderaient ensemble. Mais en j'ai des ex qui ont des... Société d'acquis. Là, c'est compris. Ouais. Société d'acquis, c'est pour ça que ça prend un petit contrat. Parce que par défaut, ça serait la société d'acquis s'ils se mariaient. Mais ça prendrait... Si on veut faire de la business, mettons, ou si on a déjà des business ensemble, séparation de biens, là, juste pour mettre ça au clair. Parce que c'est quand même important de le dire, là, que c'est complexe. Là. Parce que des fois, quand tu t'aimes, mais le jour où tu t'aimes plus... Le mariage, c'est complexe. C'est vraiment un bon point que tu amènes parce qu'on n'en a pas parlé. Puis il y en a qui prennent ça un peu pour acquis en disant, mariage, je peux pas rien faire. Ben oui, il y a quand même si on veut un peu planifier ces choses, le par défaut, c'est pas de planification. Ouais. Okay? Fait que tu subis. Subis, exact. C'est ça. Ce qu'on voit aussi, là, il y a les nouvelles règles sans être marié, mais que tu as un patrimoine. Ouais, que les nouvelles règles là, ça, qui sont en vigueur. Là, c'est un nouvel enfant là aussi. Effectivement, là, je sais pas pour cet aspect-là, qu'est-ce que ça engendrerait. Je ne crois pas. Mais je pense que ça rentre pas dedans parce que c'est comme... Pas. C'est vraiment le patrimoine. C'est juste le patrimoine propre, là. C'est pas... on c'est parle, plus simple, j'ai pas les termes, là, mais on parle de la nouvelle mouture de Jolin Barrette sur les conjoints de fait qui se séparaient et que monsieur ou madame qui avait contribué à l'enrichissement de la famille, peut-être de plus un que l'autre, ils se retrouvaient le bec à l'eau en disant vu que je suis pas marié, j'ai rien. C'est ça. Là, au moins, il y a une base je pense que c'est depuis juillet dernier, c'est si tu as un enfant après ton union. Ouais. Après la date d'entrée en vigueur de cette loi-là. Ouais. Fait que ceux qui ont des enfants avant, ça s'applique pas. Là, ouais. Juste, Et c'est ça. Ceux qui avaient des enfants et qui étaient déjà conjoints, ça s'applique pas. Si tu deviens conjoint, tu tombes dedans. Si tu as un enfant, même si tu étais conjoint avant, tu tombes dedans. Ouais. Okay? Comme moi, je vais tomber dedans. Je vais sûrement avoir un autre enfant, je l'annonce à la TV. Mais Alice, c'est pas enceinte, ceux qui la connaissent. Là, mais... T'en as 2, là? Ouais, j'en ai 2. T'en aurais 3? On en a un 3e. Mais c'est ça. Donc, je vais tomber là-dedans. Oui. Mais
il y a un autre Mais document. là, tu peux prendre des dispositions. Là, il y a un autre document qui existe, qui est la Convention de vie commune. Oui. Okay, qui est déjà en oui, cours. Ça existe encore. Ça. Ben oui, c'est ça. Et déjà. Ben, ce qu'on a dealé, Alice, parce que j'ai des entreprises, Alice n'en a pas, tu sais. Ben, ce qu'on a dealé, c'est déjà tout ce que. C'est comme un peu un mariage. Là, la Convention du commun vient un peu régir les mêmes règles. Fait que là, tu vas se marier? Ben, on n'a rien. T'aimerais ça, hein? Ben là. Toi, t'es marié? Ben oui, je suis mariée. Ah, c'est ouais. ça. Bon, on a mon tour. Ben là, peut-être qu'Alice, elle aimerait ça. Peut-être bien. Ben, là, va pas donner des idées à ses amis. Là. Écoute pas le podcast, Alice. C'est ça. Mais c'est ça. Donc, le mariage, dans cette situation-là ou dans d'autres, a des conséquences. Donc, au moins, le savoir avant. Oui, puis, tu sais, c'est pas parce qu'on est marié que ça règle tous les problèmes, là. Tu sais, même les conventions d'actionnaires, tout ça, tu sais, il devrait tout le temps en avoir une quand même. Puis, j'avais fait un extrait, là, je me souviens plus quand, là, parce que ça passe vite. Mais en tout cas, vous irez voir dans les autres podcasts, là, j'en avais fait un avec Marie-Ève Bergeron, notaire, sur toutes les dispositions mariées, ici, ça. Fait que, tu sais, on n'a pas parlé d'immobilier, mais, tu sais, ça met la table quand même. Ben, ça revient à peu près à ça. Puis, tu sais, mettons, là, si quelqu'un voulait savoir, tout se parle à quelque part. OK? La convention d'actionnaires, on est partenaires ensemble. Ben, moi puis toi, on a fait un deal ensemble sur qu'est-ce qui arrive si il y a une faillite, s'il y a un décès, exact. Si tu veux vendre pas moi je veux vendre pas toi, tu sais. C'est tout prévu dans la convention. Mais le décès, mettons je décède, on est partenaires ensemble. Ben, le décès va avoir mon testament aura un impact aussi. OK? Naturellement, aura un impact. La convention va avoir préséance pour notre deal ensemble, mais après ça, selon la convention, qui va pouvoir avoir les actions ou pas. Exact. Mais aussi la fiducie. L'acte de fiducie qui peut détenir des parts dans la société. Fait que l'acte de fiducie a des dispositions qui parlent à la convention d'actionnaire, mais qui parlent aussi au testament. Ouais. On n'a même pas parlé de fiducie. Ah oui, c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs. Puis, si on veut pousser l'acte de fiducie, la convention d'actionnaire, le testament et le contrat de mariage. Okay? C'est 4 documents qui ont de l'air de crimes l'Ouest puis l'Est, là, mais ça vient tout avoir un lien. Ouais. Exact. C'est pas une question qu'on a eue, mais moi, j'ai une question qui revient souvent, puis j'ai le goût qu'on l'aborde quand même. Les fameuses... voyons, je vais chercher, là, tu sais, voyons, le sirop d'érable, là. Les érablières. Ça m'arrive tout le temps. Je veux sortir de quoi, puis là, c'est là que je le trouve pas. Ça, là, ça revient souvent. Tu sais, mon père, ou, tu sais, on a un érablière dans notre famille. Comment qu'on fait, tu sais, pour la léguer? Puis, parce que c'est un actif immobilier quand même. Ouais. Puis c'est bien particulier, ça. C'est particulier. Tu peux pas t'en sauver. Ben, c'est immobilier, c'est agricole, tout dépendant de ce que tu as exploité ou non. Tout dépendant de la grandeur, parce qu'il y en a qui ont des terrains non exploités, non encore entaillés, on va dire. Ouais. Donc, ils sont pas encore. Est-ce que c'est un bien agricole? Mais les agriculteurs, parce que ça peut être les acériculteurs peuvent être des agriculteurs. OK. Comme les apiculteurs peuvent être, puis comme. OK. Toute cette gang-là et les pêches ont des règles propres à eux dans lesquelles on pourrait bénéficier de règles très, très, très favorables d'un point de vue fiscal sur la revente. Okay? Fait qu'on pourrait vraiment vendre le bien immobilier ou agricole dans ce cas-là sans payer d'impôts sur le premier 1 250 000. Les érablières ont pris beaucoup de valeur, fait que ça ne couvrirait pas toute la valeur. Mais il y a accès à ça. Okay? J'ai des gens chez nous, je suis pas vraiment pas le meilleur chez nous en agricole, mais j'ai des gens. J'ai des gens chez nous pour ça parce que je le ramène. OK, check bien le lien avec l'immobilier. Ouais. J'ai des sœurs à Stoneham qui avaient des terrains. Des sœurs. Quatre sœurs. OK. Pas des nonnes, ou... Pas des nonnes, non, des frères et sœurs. C'est vrai, ça. Ouais, ils ont hérité d'un terrain que leur père avait. Hey, je veux pas dire de folie, là, mais c'est peut-être même le grand-père qui avait exploité un bout d'agricole là-dedans. Dans des années où, si tu avais des preuves d'une exploitation, dorénavant, il faut que ça soit ta principale source de revenus. Okay? Mais dans le temps, c'était exploitation agricole. Beaucoup plus facile de se qualifier. Mais le bien, même si aujourd'hui, les dames le séparaient pour le vendre, vous voulez le séparer ou le vendre à un promoteur, ben même si aujourd'hui, c'était rendu un bien immobilier, mais se qualifiait encore de bien agricole parce qu'il y avait une exploitation dans la famille dans les années... Je pense que c'est... Je sais pas si c'est même pas arrière-grand-père que tu peux aller chercher. Fait qu'à Brossard, ça a été tout ça. Tous les terrains qui se sont vendus, c'était des anciens agriculteurs.
Puis ils n'ont pas payé d'impôts sur le premier 1 250 000 par personne. Mais là, pour la prochaine, là, c'est... Ouais, là, ça devient... Là, c'est immobilier. Ça, là. Tu casses la chaîne. Okay. Ouais. Fait que ça prend comme un épisode complet juste sur... Ouais, ça serait même pas moi. Ça serait même pas moi. Non. Ça, je l'ai vu. C'est un beau success story. On en parle souvent au bureau, mais c'est ça. Ça serait peut-être bon d'organiser ça avec celui ou celle. Ouais, éventuellement, ça pourrait être un sujet parce que c'est quelque chose que je me suis fait souvent poser. Ouais, l'agricole, là, moi, c'est vraiment... trop... c'est ça, oui, parce que ça devient... Tu sais, il y a une notion de terrain, puis il y a une notion d'exploitation, puis ça a de l'air immobilier. Ben, c'est l'immobilier puis l'agriculture qui se rencontrent, finalement. C'est ça. Fait que c'est très pointu. OK, je prends ça en note. On clenche tout dans les commentaires. Ouais. OK, tu y vas? Ben, vas-y, prends-en. Ben, en fait, prends-en. Moi, en fait, là, il y a un commentaire qui m'a interpellée, puis là, c'est mon expertise qui va parler. Ça, c'est quand on a dit là, que c'était mieux d'emprunter puis d'investir. D'emprunter sur sa maison pour investir, c'est un bon effet levier, puis que t'étais mieux de pas rembourser ta maison rapidement puis mettre. Ouais, ben c'est ça. En fait, moi, je veux pas avoir d'opinion sur la chose. Si vous voulez pas emprunter, empruntez pas. C'est ça qu'on avait dit. Puis, tu sais, on a aussi dit, je sais pas si c'était présenté dans l'extrait, mais que c'était pour des gens qui étaient très à l'aise avec le risque. Fait que déjà là, ton portefeuille est presque 100% en action ou 100% en action. Fait que c'est sûr si on veut pousser, là, oublions les maisons puis toute la patente. Là. Tu peux investir à la bourse dans ton compte Disnat ou ton compte Questrade ou ton compte Wealthsimple. Tu peux avoir un compte sur marge. C'est encore plus fou parce que là, tu te dis, OK, je mets 50 000 dans Tesla, puis si Tesla va bien, tu as une marge automatiquement qui s'ouvre pour replacer dans Tesla si tu veux ou dans Microsoft. Ben, c'est le même principe. T'empruntes, donc ils vont te charger des intérêts, c'est pas ton argent. Ils vont te charger des intérêts, t'empruntes pour placer. C'est-tu capitaliste 100%? C'est un podcast de finances. C'est un podcast de finances. Puis, tu sais, j'ai dit, sur papier, c'est plus payant de faire ça que de payer plus rapidement tes emprunts. Parce que c'est l'intérêt composé à long terme. Exact. Mais sur papier, c'est plus payant. Puis là, il y a eu des commentaires, puis j'en ai pogné un qui disait, ben si tu tombes dans d'un vide comme dans les années 2000, blablabla, mais tu sais, j'ai des clients qui ont fait de très beaux coups là, dans ces années-là. Ben oui, puis là, on parle pas de quelqu'un qui prend sa retraite dans 5 ans. Là. Non. Quelqu'un, mettons, que, je sais pas, 25-30 ans, puis là, il sait qu'il touchera pas à ça avant 20-30 ans. On s'en fout de la période morte de 5-6 ans. Là. Puis ce que je trouve surprenant, puis parce que moi, je fais de l'immobilier beaucoup. Ouais. C'est complètement l'inverse que mettons, là, quand je fais un podcast immobilier avec des gens d'immobilier, ben c'est de l'acquis. Ouais. Tout le monde emprunte l'espace créé sur son immeuble pour en acheter un autre. C'est le même principe. C'est de l'investissement pour aussi, faire du rendement. Puis, tu sais, il y en a qui riaient de mon 14 en tout cas, moi, je peux jamais promettre de rendement, mais je peux vous dire que le 14 depuis 2020, c'est pas... la bourse l'a donné l'année passée. Plus que ça. Tu sais, je veux dire, puis mes gens d'immeuble, dans les années 2000, il y en a qui ont fait 30-40, là. Je veux dire, fait c'est pas... On sort pas ça de nulle part. C'est pas un 14 placé dans un CPG. Je dis ça n'existe pas. Des obligations canadiennes non plus. C'est des gens qui prennent des gros risques. J'ai sorti 14 la dernière fois parce que ça me tentait de dire un chiffre, j'aurais pu sortir 49 ou 3. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Prenez pas ça pour du cash. Mais puis, il y avait... Tu allais dire quoi? Non, mais en tout cas, il y avait un mais je suis pas un clown, Philippe. Ni un banquier. Ni un banquier, non. Ça nous a fait rire, par exemple. Merci. Je sais pas si c'était pour me faire fâcher, mais ça m'a fait rire. Mais les gens se sont même... ça s'est pogné. Ça s'est pogné entre eux. Là, mais il y a ma grand-mère qui disait que j'étais utile et bienveillant. Ah, c'est ta grand-maman? C'est ma grand-maman, ça. C'est une de nos plus grandes femmes. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui avait quand même compris ce qu'on voulait dire parce qu'il disait enfin quelqu'un qui voit les deux côtés de la médaille. Fait que c'était exactement ça qu'on disait, que tu sais, ça dépend de tes objectifs puis comment tu es à l'aise avec le risque. Puis si toi, tu es confortable de payer ta maison plus rapidement puis que si tu dors bien, fais-le. Mais si quelqu'un me pose la question, c'est quoi qui est le plus payant? Ah, c'est ça. Et c'est pas... Tu sais, puis le mot payant, il y a le payant monétaire cash, puis il y a le payant paix d'esprit. Si tu es capable de valoriser ta paix d'esprit puis que ça vaut plus que 14, tu sais, si on prend ce chiffre fou-là, OK, pour certains, ben si ça vaut plus que 14, ben fallait pas. Exact. Tu sais, si tu veux dormir puis toi d'avoir un prêt à ta maison, c'est un objectif de vie de la payer. Pas de problème, là. Paye-la. Tu sais, je veux dire, ça vaut plus, tu viens de gagner. Ah ouais. Tu sais, t'as pas gagné dans ton compte de banque, mais t'as gagné dans ta paix d'esprit. Exactement. C'est aussi bon. Fait que, puis, je voulais faire du pouce. Il y a eu beaucoup de commentaires qui disaient, ouais, mais là, si tu tombes malade, si tu perds ta job, non, mais tu sais,
dans une planification financière, justement, ça, c'est pas la partie sexy, mais tu sais, il faut que tu sois bien assuré. Il faut que tu aies une assurance salaire. Si tu perds, tu n'es plus capable de travailler. Si tu as une bonne assurance salaire, tu vas être capable de payer tes obligations financières. C'est ça, fait exact. que tu t'en vas pas dans une stratégie comme ça sans avoir mis des bases solides dans ta planification financière, justement. C'est fait ça. que ça n'avait pas été abordé, mais tu sais, tomber malade, perdre d'un emploi, tout ça, c'est des choses que tu peux planifier. Là, ouais, puis Antoine qui a dit enfin quelqu'un qui parle des deux côtés de la médaille. Oui, c'est ça. Tu sais, pas avoir de dette, c'est bon. Pour certains, ça vaut très cher. Bingo, c'est direct ça que je voulais qu'il ressorte plus que 14 %, c'est impossible. Exact. Il y a Denis qui a dit si tu arrives à faire 14 % les impôts vont te voler. Pas nécessairement. Ça dépend dans quoi. Je veux pas dire 14 % de revenus, tu sais, je veux dire, en prise de valeur. Là. Non. Tu sais, je veux dire, fait que si tu prends de la valeur, le gain capital, c'est un abri fiscal. Fait qu'un immeuble qui prend 25 % de valeur, puis je vous jure, il y a des clients qui ont pris 25 % l'année passée en valeur de leur immeuble. Okay? Ça existe dans la vie. Donc, ce 25 % là, il n'est pas imposable. Puis il va juste être imposé dans 32 ans. Fait que quand tu l'actualises aujourd'hui, ça vaut plus encore. Exactement. Là, je vais me faire fouetter. Plus que 14, Alex, ça n'existe pas. Après 14, il y a une falaise. Ça existe Après 14, c'est une falaise, il n'y a plus de rendement. Mais, tu sais, c'est ça. Ça s'adresse à des gens, puis c'est pour ça qu'on dit toujours, faites pas de stratégie. On en a ri, je sais pas. On a ri. Ben écoute, faut le prendre de même parce que des commentaires sur les médias sociaux, il y en a toujours. Ouais, c'est ça, exact. On se base sur un extrait, puis c'est pour ça qu'on dit toujours, tu sais, allez consulter vos spécialistes parce qu'il faut que les stratégies s'appliquent à eux aussi, là. Les effets de levier. Ouais, ben c'est ça. C'est du levier. Tu sais, la gang, je suis un gars d'immobilier, hein, puis mes clients sont là-dedans. 10 % dans le top. Je vous jure, si les gens en immobilier, avec le risque qu'ils prennent dans la construction neuve, faisaient que 10 %, il n'y aurait pas de gens qui bâtiraient des blocs appartements. Fait que je vous jure que le taux de rendement interne, là, ceux qui veulent parler en termes financiers, le taux de rendement interne de ces gens-là sont plus à 20, 30, 40. C'est fini, j'arrête de parler de chiffres, sinon on va se faire tuer. Viendrez au podcast. Ça soit là, puis là. Mais ça sort. On va en jaser. Fait que il nous reste 15 minutes. Puis là, je voulais vraiment qu'on parle des pertes. Puis là, la planification successorale, j'ai dit qu'on allait en parler, mais je pense qu'on va avoir le temps de faire les deux. Tu penses? Ouais. OK. On va faire un petit bout au pire, puis on verra si le monde lâche le 14 % puis ils nous disent qu'ils aimeraient ça qu'on parle d'autres choses. Parce que, en fait, dans la planification successorale, si on n'a pas le temps puis le monde veut dire oui, parlez-en, c'est qu'on veut intégrer les paiements des impôts, décès puis l'assurance vie parce que souvent en immobilier, moi, ce que je remarque, ils veulent juste investir, ils se protègent pas. Fait que c'est un peu d'aller, tu sais, toi, t'aimes l'immobilier, mais t'as aussi un volet fiscalité, planification successorale. Fait que t'es capable de dire oui, ça prend des mécanismes aussi. OK, si on veut vraiment l'englober, j'aurais donné des trucs, mais gardons ça pour un autre. On va en faire un quatrième. On vous a menti. Bon. Encore. Si on fait rien que mentir, tout le monde va nous ramasser. Faut qu'on te revienne, puis en plus, on a l'érablière. On a l'érablière. Bateau. Mais c'est une très bonne idée, l'érablière. Personne ne parle de ça sur Internet. Non, personne n'en parle, puis c'est moins mon dada, mais je le sais que j'ai des clients qui en ont. C'est sûr. C'est pas pour moi qui le dis. Fait que ça sera pas toi. Ça sera pas moi. Fait que là, les pertes. On y va. Puis là, ça a l'air. Là, on vient de parler de faire, comment on a dit, 1100 % de rendement. Oui. Je pense que c'était ça. Là, on dit, on fait des pertes. Là, on fait des pertes. Qu'est-ce qui arrive? Faut voir les deux côtés de la médaille. Mais non, mais check bien, c'est dans la même médaille. Ouais. Le rendement, une grosse partie du rendement en immobilier, c'est sur le fait que c'est un abri fiscal, un peu ce que j'ai dit tantôt. Check bien ça. OK? Il y a 3 vecteurs de rendement en immobilier qui existent. Et c'est pour ça les rendements, ils ont de l'air gros, mais il faut additionner les 3. Le rendement liquide, donc un loyer qui rentre moins les dépenses, il en reste un net, un coût tout payé. Okay? C'est la liquidité. La capitalisation, tu as un loyer qui rentre, tu payes toutes tes dépenses et tu payes le capital de ton hypothèque. Mais ce capital-là est à toi par après, tu l'as payé. Donc, tu as moins à donner à la banque si tu vends l'immeuble. Si ton immeuble maintient sa valeur, ben, tu as gagné en capital. Okay? Fait que le locataire a payé ton capital. Fait que liquide, capital, puis la prise de valeur. Okay? On ne peut pas savoir s'il va y avoir une prise de valeur, mais il y en a eu une, historiquement parlant. Est-ce qu'il y en aura une? Je ne le sais pas, mais on estime que ça a été un gros paramètre dans le rendement. Fait que ça, tu as les 3 là. Puis si je compare la bourse puis l'immobilier, ben, à la bourse, tu peux avoir une prise de valeur. À la bourse, tu peux investir sur marge. C'est la dernière fois que j'en parle. Tu peux investir sur marge. Combien? Je sais.
Bon. 14 Mais ta marge de crédit, la banque peut te prêter une marge pour que tu investisses à la bourse, donc tes intérêts vont être déductibles. Ouais. Et avec les rendements que tu génères, tu peux rembourser la dette, donc tu capitalises si ça te tente. Ouais. Et tu peux avoir un rendement liquide, des dividendes que Microsoft verse à tous les ans. Okay? Fait que tu peux avoir les mêmes 3 vecteurs. Là où la bourse perd, sauf si placement non enregistré, mais on ne parlera pas de ça. Là où la bourse perd, c'est sur la capacité de l'immeuble à reporter son propre impôt. Ce qui est intéressant de l'immeuble, puis si on compare aux actions de Tesla ou Nvidia, des titres qui ne rémunèrent pas. Ça aussi, ça a sorti. Ben ouais, Nvidia, j'ai vu. Hein? Mais des titres qui ne rémunèrent pas, ben, ils n'ont pas le vecteur liquidité qui se génère. Puis il y a sans doute un plus gros risque, selon moi, qu'un 6 logements à Limoilou. Okay? Mais ces titres-là sont un abri fiscal parce que tu détiens le titre d'Nvidia pour le revendre avec un prix de vente plus élevé que le prix payé. Donc, un gain en capital. Même chose que mon immeuble, je l'ai acheté, c'est pas pour le perdre avec. Je veux le revendre plus cher tout à l'heure que je l'ai payé. Ça, c'est un abri fiscal. Ça a l'air fou, mais le fait qu'annuellement, mon placement prenne de la valeur, mais que je ne sois pas imposé dessus, c'est un abri fiscal. Ça marche avec un REER. Un REER, tu n'es pas imposé annuellement, tu es imposé à la fin, mais tu sors. Le gain en capital, tout type de placement qui prend de la valeur est un abri fiscal en soi. L'immobilier n'en fait pas exception. Là où c'est vraiment plus cool d'un point de vue rendement, c'est que l'immobilier, grâce à un mécanisme qui s'appelle l'amortissement, on peut très bien gérer l'aspect financier de notre immeuble, mais quand même faire des pertes. Revenus, moins dépenses. Fait que tes loyers, moins hydro, électricité, Internet, taxes, assurance, entretien, réparation, intérêt sur ta dette. Tu arrives avec un revenu net de 15 000. Dans un immeuble que tu as payé 800 000, terrain inclus. Fait que mettons qu'on dit que le terrain, c'est 200 000. Il te reste 600 000 pour ta portion bâtisse. Tu as fait 15 000 de profit. Si l'histoire, elle arrête là, sur ton 15 000 de profit, je vais faire une estimation, 50 % d'impôt pour faire le chiffron, 7 500 d'impôt à payer à la fin de l'année. Si par contre, tu dis, ben moi, Alex, je suis favorable à amortir l'immeuble. L'amortissement, tous les biens canadiens qui ne sont pas déductibles dans l'année, donc qui ne sont pas consommables dans une année, sont amortissables. La chaise, le bureau, le micro, la TV, l'ordi, tout ça, c'est des biens qui s'amortissent. Donc, que tu vas, selon la catégorie, 50 catégories d'amortissement, tu vas pouvoir déduire selon, ben la table, elle va peut-être bien durer plus longtemps que l'ordi. Fait qu'ils ont des taux différents de vitesse que tu peux prendre ta dépense. L'immeuble est dedans. C'est toutes des catégories différentes. Toutes des catégories. La catégorie 1, c'est immobilier. L'immeuble et non le terrain. C'est pour ça que dans mon immeuble à 800 000, j'ai enlevé le terrain à 200, il me reste 600. Comment on fait pour faire cette séparation-là, le compte de taxes à l'achat? Ça va vous donner une bonne indication. Il nous reste 600 pour amortir. La règle, on oublie l'année 1, qui est un demi-taux, pour un peu prévenir les petits fins finaux qui achèteraient le 31 décembre pour prendre tout l'amortissement de l'année. Il y a une règle de demi-taux. On pense à tout. Ouais, aux États-Unis, c'est différent, puis il y a vraiment des fins finaux là bas. Ah ouais? Je connais rien dans l'impôt US, mais ça fait dire ça un moment donné par un gars qui fait de la fiscalité internationale chez nous. On a ça aussi. Cool. OK. Le 600 000, deuxième année, on n'aurait pas amorti la première, on amortit. OK. 4 % de 600, 24. On avait 15, on pourrait appliquer 15 pour arriver à 0. Donc, si moi puis toi, personnellement, 2 particuliers, on a un immeuble, on pourrait chacun décider si on amortit ou non. On pourrait chacun prendre l'amortissement, mais on ne peut pas créer de perte à moins que tu avais un autre immeuble ou que j'avais un autre immeuble qui, lui, avait un profit que je pourrais aller mettre mon amortissement dessus, et ainsi de suite. Je peux consolider, je peux arriver à 0 en amortissement. Je peux arriver à 0, excuse-moi, sur ma ligne de revenus de location. Je peux pas créer de perte quand je suis un particulier. Peu importe le nombre d'immeubles que tu as. C'est ça. Quand tu es une compagnie qui est principalement en immobilier, donc une compagnie d'immeubles, très simplement, tu peux créer des pertes. Fait que dans mon exemple, tu avais 15, tu peux mettre ton 24, tu peux rester avec 9. Donc, 9 de pertes. Cette perte-là, tu peux peut-être rien faire avec, mais si tu as vendu quelque chose dans l'année, genre un terrain que tu as flippé parce que ou un immeuble moins de 365 jours, tu tombes en revenu d'entreprise, ben j'ai une perte pour toi.
Sinon, tu les mets dans ton petit baluchon, tu continues, puis tu accumules les 9000. Toutes choses étant égales par ailleurs, mettons. Okay? L'amortissement est dégressif, là, pour ceux qui sont érudits, là, fait qu'on serait à 600 000 moins le 24 000 qu'on a pu prendre, donc 576. 576 à 4 %, ça donne un petit peu moins que le 24 qu'on a pris. Il est dégressif. Fait on part à 24, 23, 22, 21, blablabla. Fait que, mettons qu'on dit que c'est la même chose tous les ans, puis qu'on a toujours le même taux d'imposition à 50 % qui est le taux dans la compagnie. Mais on accumule les 9000. C'est que ça donne sur un seul immeuble? Bon, rien va tout. Si tu le vends, tu vas ramortir pour rien. Ouais. Parce que le gouvernement, à la fin de tout, on dirait qu'on fait de la magie, Alex. Comment ça, je paye pas d'impôts? Il y a un moment donné, oui, il y a un moment donné. Ouais. Tu as juste reporté. À la fin de tout, on appelle le principe la récupération d'amortissement. Le gouvernement va dire tu t'ai donné ce rabais-là toute la... Tu as déprécié un bien qui s'appréciait. Tu as joué selon les règles du jeu, mais tu as quand même déprécié un bien qui s'appréciait. Rembourse-moi. Réclamer. Rembourse-moi. Donc, c'est une récupération de l'amortissement que tu as pris. Tout ça s'ajoute dans ta déclaration d'impôt au moment de la vente. Fait que là, il y en a qui vont faire, tabarouette, qu'est-ce que ça a donné de tout faire ça, Alex? Si tu as un immeuble, je suis d'accord avec toi, si tu as un immeuble et il n'y a eu aucune autre transaction, tu n'avais pas d'autres placements corporatifs à la bourse que tu as vendu ou des terrains où tu n'as pas flippé ou tu n'as pas acheté d'autres immeubles que tu as vendus, ça n'a rien donné. Par contre, si tu accumules les 9000, puis là, je dis 9000, ça peut être 109 000 par immeuble, c'est dépendant du gabarit d'immeuble. Si tu accumules ça, ben, tu peux te ramasser avec un bon baluchon de pertes. Et j'ai des clients qui ont plusieurs millions, voire dizaines de millions de pertes accumulées. Puis eux, ce qui est séduisant, c'est qu'ils peuvent vendre un immeuble dans le lot, puis prendre leurs pertes. Pour amortir l'impôt. Pour repousser encore plus loin l'impôt. Fait qu'eux autres, ils payent la banque, ils prennent l'argent net, parce qu'il n'y a plus d'impôt à payer, puis ils achètent encore de quoi. Ça, c'est assez cool. Et là, au bout de ça, Alex, qu'est-ce que ça a donné? À la fin, tu vas payer ton impôt, oui, mais c'est une question temporelle. Tu as reporté le même montant d'impôt, donc tu travailles avec de l'argent qui n'est pas à toi. Tu sais, dans mon premier exemple, tu avais 15 000, tu aurais eu besoin de trouver 7 500 $. 7 500 $, là, je te dis, tu n'as plus loin de le trouver. Oublions la perte, mais tu n'as pas besoin de trouver les 7 500. Rajoute un zéro au bout. Tu n'as plus besoin de trouver 75 000. 75 000, ça commence à être la mise de fonds sur quelque chose. Tu sais, 75 000, tu es capable de bouger. Fait que là, moi, je viens de te dire, ben, si tu amortis, si tu empruntes au gouvernement, c'est ça finalement. Il fait juste te prêter pendant le temps que tu veux. Parce que c'est toi qui vas décider de vendre. Le seul élément déclencheur, c'est la vente. Que tu meurs ou que peu importe, tu vas vendre. C'est exact. Fait que c'est toi qui vas. Ah, ben là, mourir, mettons qu'on est dans une compagnie, ça s'appliquerait pas. Non. Mais s'ils ferment la compagnie puis tout. S'ils ferment la compagnie, oui. Mais mettons, moi, j'ai une compagnie, j'ai un immeuble dedans, j'ai amorti, je meurs avec les actions. C'est juste du gain capital sur les actions. L'immeuble n'est pas vendu. Mais il faudrait que la succession meure sur. non, mais oublie ça. C'est ce qu'on... La succession meurt, il faudrait que la succession vende le. Mais c'est ce qu'on veut, qu'il n'y ait pas d'impôt. On appelle ça le tax shield. On veut avoir la protection de la compagnie parce que ça te permet de reporter l'impôt. C'est un autre stratégie. On est ailleurs. On n'embarquera pas là-dedans. Mais mettons juste sur le simple fait de j'aurais dû donner 7 500 au gouvernement, je le garde. Ben, ce 7 500-là, c'est un prêt. Tu vas le rembourser, je te jure, tantôt. Okay? 50 % de taux d'impôt, 50 % de taux d'impôt. Tu vas le rembourser tout à l'heure. Il est prêté à 0 % par exemple. Bon. Es-tu capable avec 7 500 de faire plus que 0 % Un autre effet de levier. Ça, c'est maléfique, là. Mais es-tu capable de battre 0 Christophe, si tu fais pas juste le laisser dans ton compte de banque, tu devrais faire même Desjardins rémunère 0,5 d'un compte de. Fait au moins ça. Là, l'inflation, vas-tu le manger? Blablabla. Mais battez l'inflation. OK? T'es-tu capable de battre l'inflation? Ouais. Il n'apparaît pas dans ton ratio d'endettement, ratio de couverture de dette, ATD personnel. Ça n'apparaît pas nulle part l'amortissement. Okay? C'est assez intéressant. Personne ne va te demander de le rembourser avant que tu vendes ton immeuble. Il ne sera jamais indexé. Il ne coûtera pas plus que 7 500 à moins que le taux d'imposition augmente dans les sociétés, qui est déjà à 50, qui est déjà assez élevé. Mais ça pourrait que ça augmente. Donc, c'est pour des gens en immobilier qui voient l'effet de levier comme le nouveau pain tranché, ben, pour eux autres, c'est normal d'emprunter à 0 %. Ils empruntent à la banque à 6 puis ils empruntent à des prêteurs privés à 15. Exact. T'sais? Donc, d'emprunter au gouvernement sur un prêt à 0 % qui savent qu'il est backé par un immeuble qui prend de la valeur, il n'y a rien de plus solide que ça. Fait que les gens, comprenant cette notion-là d'emprunt puis de dire, ben, avec l'argent que j'ai aujourd'hui,
sur 20 ans, les 7500, je suis capable de placer puis de battre ce que ça va me coûter en additionnant mes 5500, tu sais, le rendement composé, blabla. Ben, déjà là, tu gagnes. Mais si en plus, on crée une perte avec ton amortissement, c'est le sujet un peu que je voulais parler, dans ta compagnie, puis que tu brasses, tu fais juste du ménage. Tu sais, les gens en immobilier, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent par des plus petits immeubles pour voir, OK, j'aille pas ça. Ils se font proposer des affaires plus grosses, ont de la capacité, s'en vont vers du plus gros, puis disent, ah ouais, ben, je vais finir par vendre mes plus petits. C'est plus facile de gérer un 30 que 5-6 logements, mettons. Fait que je vais vendre mes 6 logements. Bien content d'avoir des pertes. Tu sais, ça permet de ne pas payer trop d'impôts, reporter. À la fin de tout, vous avez toute raison, toute la gang qui va nous écrire des fleuves de commentaires, il y a de l'impôt payé. Mais je m'en fous qu'il y ait de l'impôt payé. Il l'aurait eu. Il l'aurait eu là. Ouais. Moi, mon but à fiscalité, là, l'évitement fiscal, c'est illégal. Mais le report fiscal, c'est ça que je fais comme fiscaliste. Okay? Moi, je fais juste reporter le même montant d'impôt pour le bénéfice de mon client qui, lui, prend cet effet de levier-là puis fait des petits avec. Exact. Okay? C'est capitaliste à fond, exactement. On n'est pas de case de finance. Là. C'est ça qu'on fait dans la vie. C'est ça. OK. Fait que c'est ça, l'utilisation des pertes en immobilier. Là, on pourrait pousser dans des plus gros organigrammes avec 2 entités ou autres. Ben là, s'il y a des pertes à droite puis tu vends à gauche, Caroline, j'aimerais ça que mes pertes parlent à mes profits. Ben, peut-être faire une fusion avant de commencer à vendre. Tu sais, peut-être... ou à la base de tout, pourquoi tu as fait plein de compagnies, comme je disais tantôt, tu sais, ton holding qui détient des compagnies, je trouve ça plate des fois. C'est-tu mieux d'avoir des entités transparentes, d'autres types, tu sais, co-entreprises, on l'a vu un peu, ou des sociétés en commandite, des sociétés en non collectif. Y a-tu quelque chose là-dedans à les faire? Ramener nos pertes. On l'explique simplement, tu sais, mais... Ouais, c'est là-dedans que ça pourrait faire l'objet d'une session au complet, mais les gens en immobilier, s'il y en a qui écoutent le podcast puis qui n'ont pas ce réflexe-là d'amortissement ou qui l'ont sans trop savoir, tu sais, il y a vraiment un gros potentiel là. C'est le sujet très souvent dans mes plus gros clients immobiliers. C'est un des sujets principaux avec lesquels on travaille. Là. Elles sont où est l'amortissement annuel et qui aura la perte dans le groupe. Parce que, elle ici, elle va vendre. Là. Donc, comment on fait pour ramener nos pertes? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Des fois, on peut pas. Ou on n'a pas planifié assez tôt. Là. Fait que, au moins le savoir. Fait que la finale, c'est consulter votre fiscaliste. Ouais. Barricade, idéalement. Ben, idéalement. Il y en a d'autres des très longs. Là. On est attachant, par exemple. Ben, merci. Fait que, on sait pas, là, pour le 4e, on s'était pas parlé de ça. Non, fait qu'on verra, on s'en reparle. On s'en reparle, on a nos numéros, putain. Essayons ça, mais merci de l'invitation. Merci. C'était le fun. Yes. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au @Service financier Caroline Charret. À bientôt!